Madame, Monsieur, bonsoir. Les services d'urgence de nos hôpitaux sont-ils oui ou non bien organisés? Non, répond aujourd'hui le ministre de la Santé après les négligences commises au centre hospitalier d'Orléans et une nouvelle affaire révélée aujourd'hui à Bordeaux. Ce sera l'un des dossiers de notre journal. À l'étranger, les massacres au Rwanda, 22 religieux ont été assassinés la nuit dernière et parmi eux l'archevêque de Kigali, la capitale rwandaise. Et puis une actualité européenne chargée ce soir. 4 pays de la communauté ont voté dès aujourd'hui pour élire leurs députés européens. Et à 20h50, autour de Bruno Mazur, le dernier grand débat de la campagne électorale. Autour de la même table, les responsables de toutes les grandes listes sur le thème Demain l'Europe. Ils ont tiré au sort tout à l'heure leur ordre de passage, donc 20h50, Demain l'Europe. L'Europe, thème de campagne, sera peut-être demain au programme des premières épreuves du baccalauréat. La philosophie marquera pour 650 000 candidats au bac général et au bac technologique le coup d'envoi des épreuves. Et même si les grands idéaux ont tendance à disparaître, la philo reste une matière relativement courue. Agnès Molinier et Michel Levasseur ont assisté au dernier cours de l'année dans une classe de Courbevoie. Voilà, j'espère que vous aurez tous le bachot et à plus. Merci. Pour ces élèves de terminale littéraire, c'était le dernier cours de philosophie. Mais avant de les laisser partir, le professeur leur a prodigué les derniers conseils. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour éviter leur sujet à tout prix? Relire le sujet. Oui, mais à part ça. Notamment Mais il n'y a avant pas de que des rédiger. questions de méthode. Sérieusement. Comment introduire la question de Dieu dans un devoir philosophique? Vous n'êtes pas obligé d'introduire l'idée de Dieu. Mais c'est là où les bacheliers d'aujourd'hui ont changé. Dieu a été pour eux cette année un des thèmes qui les a le plus intéressés. Je crois que c'est dans l'air du temps. On parle du retour du spirituel. Et aussi parce que peut-être l'absolu ou la transcendance joue comme recours contre les problèmes de société. Et ils le disent eux-mêmes, le chômage a changé leur façon de voir. Ils ont des idéaux bien sûr, mais différents de ceux de leurs parents. Il y a 20 ans, on pouvait avoir un travail beaucoup plus facilement que maintenant. Donc les idéaux étaient, entre guillemets, plus élevés, enfin aller plus loin, quoi. Mais il était tellement difficile maintenant d'avoir un travail que ça devient presque un idéal, en fait. Un idéal, mais qui passe par le bac, et le bac, c'est demain. Tu as peur de l'épreuve? Non, ce sera sur le moment. Ça ne sert à rien d'avoir peur avant. Vous avez un pansement au cœur aujourd'hui? Bah, toujours, c'est forcément. Enfin, d'abord, c'est la veille d'un examen, et puis en plus c'est la fin du lycée, donc c'est une nouvelle vie qui commence, enfin c'est autre chose. C'est une transition et ça marchera. Voilà, un petit rappel tout de même, le taux de réussite au baccalauréat est actuellement aux environs de 71%. Peut-on faire confiance aux services d'urgence des hôpitaux français? La question est une nouvelle fois posée. Il y a eu l'affaire d'Orléans sur laquelle nous allons revenir. Et puis aujourd'hui à Bordeaux, le père d'une petite fille morte au mois de novembre dernier a décidé de porter plainte. Le médecin des urgences de l'hôpital de Libourne n'avait pas jugé bon d'hospitaliser sa fille. Gilles Marinet, Philippe Dumeil, l'enquête. Jamel et son épouse n'admettent pas la mort le 23 novembre dernier de leur petite Sarah, âgée alors de 14 mois. Entrée aux urgences de l'hôpital Robert Boulin à 16h15, l'enfant cesse de vivre à 17h30. L'autopsie conclura une occlusion intestinale. Depuis 48 heures, Sarah souffrait de vomissements, mais les médecins ne s'étaient pas inquiétés. Moi, si je l'ai amené, c'était pour qu'on me la soigne. On nous met en confiance. À revoir, demain, il s'y poursuit de vomissement. Le lendemain, je fais appel à son docteur traitant qui lui-même n'a même pas su juger la gravité. 3h30, 4 heures après, elle décède. Moi, je pense que là, à partir de là, ça devient un peu inadmissible. En effet, en 24 heures, 2 médecins ont examiné l'enfant. D'abord aux urgences, prise de sang, radio. Avec cette conclusion, l'état de Sarah ne nécessite pas d'hospitalisation. Sur les radiographies, on voyait des signes d'un tableau digestif non spécifique qui ne permettait pas de porter le diagnostic d'une infection grave. Les parents repartent avec l'enfant. Son état ne s'améliore pas. Nouvelle consultation le lendemain midi chez un généraliste, soit 4 heures avant la mort. Diagnostic, constipation. Pour vous dire que c'est avec précision une occlusion, non. Une occlusion, non. 3 heures avant, moi, ce que j'ai aperçu chez la gamine, des signes cliniques simplement, des vomissements. Et une gamine qui, effectivement, criait, mais est-ce qu'elle n'avait pas mangé, parce que la faim fait crier les enfants, ou est-ce qu'elle avait mal, ça, c'était difficile à trouver. Par contre, l'examen clinique, elle était normale.
Et pourtant, à 17h30, Sarah est morte. Double erreur de diagnostic, négligence. Les médecins, eux, font valoir que l'état d'un enfant peut empirer très vite. Mais alors pourquoi ne pas l'avoir mis sous surveillance? Une enquête est ouverte. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a indiqué cet après-midi à l'Assemblée nationale que sur les 8 millions de personnes qui entrent chaque année dans un service d'urgence, beaucoup étaient examinés par des gens qui n'ont pas leur thèse de médecine. Ça ne semble pas être le cas des 2 médecins mis en cause à Orléans, où l'enquête judiciaire s'est poursuivie aujourd'hui. Reportage sur place d'Anne Ponsunet et de Marcel Martin. A-t-on laissé dans cet hôpital 2 malades se vider de leur sang pendant des heures sans soins parce que 2 chirurgiens n'avaient pas pris leur tour de garde correctement? C'est ce qu'indique un rapport d'inspection des affaires sociales et c'est ce que réfute catégoriquement le chef du service accusé, le service de chirurgie viscérale. En attendant les conclusions de l'enquête judiciaire, les patients s'inquiètent mais relativisent. Ben oui, on est tous inquiets si on amène quelqu'un et puis on ne sait jamais. Il ne faut quand même pas, disons, étendre ça à la totalité de l'établissement. Les bons services. Mon mari, dans le service qu'il était au 3e, il était bien soigné. Les problèmes de l'hôpital d'Orléans ne sont pas neufs. La direction a d'ailleurs demandé en 92 une inspection du service de chirurgie viscérale. Le rapport avait conclu à de nombreux dysfonctionnements sur l'ensemble de la chirurgie, notamment sur la qualité des gardes médicales. Rien ne permet cependant d'affirmer que ces dysfonctionnements sont à l'origine des 2 décès. Mais ils sont intervenus dans un service qui connaît depuis des années de graves dissensions internes et qui venait de subir la fermeture de 20 lits sur une centaine que l'hôpital a dû supprimer. Dans ces 100 lits, il y avait les 20 lits de chirurgie viscérale qui auraient dû accueillir les malades en question et qui n'ont pas pu le faire, évidemment. C'est extrêmement important pour nous. Et pourquoi cela? Pourquoi ces 20 lits-là? Pourquoi ces 20 lits-là? Parce qu'il y avait une rivalité à l'intérieur de ce service et qu'il fallait, malgré les fermetures de service, donner quand même 20 lits à 2 chirurgiens qui ne s'entendaient pas. La direction affirme qu'elle s'emploie, depuis le rapport d'inspection, à améliorer l'organisation des services de chirurgie viscérale. Jean-Daniel Flézaquier, essayons de comprendre. Des millions de personnes passent chaque année donc, par les services d'urgence dans les hôpitaux français. Est-ce qu'il y a véritablement un problème de fonctionnement? Vous savez, ça fait des années qu'on sait qu'on manque de médecins qualifiés dans les urgences, mais je dirais que c'est presque simple, comme explication, je dirais même simpliste. Pour avoir des médecins qualifiés, il faut d'abord des postes, et puis il faut surtout payer convenablement ces médecins. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Alors, l'argent, on pourra en trouver. C'est pas difficile, vous supprimez certains services très peu actifs ou sous-équipés, vous allez même par exemple jusqu'à fermer certains hôpitaux dont l'activité n'est pas suffisante, c'est facile à faire, personne n'a le courage politique de le faire. Alors les gouvernements successifs demandent des rapports à des spécialistes, les rapports sortent et on les enterre, pour une raison très simple là encore. Qui est le véritable patron de l'hôpital dans une commune? C'est le maire. L'hôpital est une machine électorale et une machine à emploi. Personne n'a envie de fâcher le maire, surtout pas les parlementaires, dont 15% appartiennent aux professions médicales et aux professions de santé. Alors on l'a dit, dans le cas d'Orléans, il semble qu'il s'agisse beaucoup plus qu'un problème de fonctionnement, d'un problème de rivalité tout simplement entre 2 médecins. Alors ça c'est un problème aussi sérieux, grave, dont on n'entend pas très souvent parler, qui est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Il y a en France des médecins qui ne s'aiment pas, après tout ce sont des hommes, alors il y a des inimitiés, des rivalités et aussi des véritables haines avec des médecins qui marquent leur territoire, interdisant à certains de leurs confrères par exemple de toucher à leurs malades, comme s'ils en étaient en quelque sorte propriétaires. Alors les pouvoirs médicaux, les chefs de service généralement ne veulent pas intervenir parce qu'il y a aussi un esprit de caste et un esprit de corporation. On ne fait pas de bruit entre soi. Puis les directeurs d'hôpitaux, ils prennent une fuite courageuse parce que voir les loups se manger entre eux, ça les amuse plus qu'autre chose. Puis il y a ce petit jeu sordide. Il y a parfois, on l'a vu à Poitiers, mais on le voit ailleurs aussi, ça ne se sait pas souvent, on voit un malade mourir. On voit un malade mourir de façon injustifiée parce que 2 médecins ne s'aiment pas. C'est aussi simple et aussi bête que cela. Merci Jean-Daniel. L'actualité à l'étranger maintenant avec de nouveaux massacres au Rwanda rapportés par des observateurs des Nations Unies. Plusieurs dizaines de personnes n'auraient été tuées ces derniers jours et parmi elles des religieux, notamment l'archevêque de Kigali, la capitale rwandaise. Laurent Boussier. C'était il y a 4 ans, Monseigneur Vincent Nsanjumva, archevêque de Kigali, recevait le pape Jean-Paul II à Kigali. C'est cet homme qui, avec 2 de ses évêques et 10 prêtres, a été assassiné par 4 soldats Tutsis du Front patriotique rwandais, chargés pourtant de leur protection. Des exécutions qui portent à plus de 80, le nombre de religieux et de prêtres victimes des dramatiques événements du Rwanda. Depuis quelque temps, les églises semblent particulièrement visées par les bourreaux, qu'ils soient Tutsis ou Hutus. Il y a 2 jours, 130 corps affreusement mutilés étaient découverts dans cette chapelle. Les rares survivants de ce massacre, pour la plupart blessés, avaient trouvé refuge dans un dispensaire voisin.
À ces massacres froidement perpétrés s'ajoutent les combats qui continuent sur plusieurs fronts, malgré la rencontre hier et aujourd'hui à Kigali des délégations du FPR et du gouvernement rwandais, chargées normalement de décider d'un hypothétique cessez-le-feu. Pendant ce temps, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU votait l'envoi de 5500 casques bleus africains au Rwanda. Une résolution minimum pour ces troupes du maintien de la paix chargées de créer des zones humanitaires pour protéger les civils. Mais ces soldats n'auront pas le droit d'intervenir, d'utiliser la force pour faire cesser les combats et les massacres. En Colombie, le bilan du tremblement de terre qui s'est produit lundi pourrait être extrêmement lourd. On parle maintenant de 1000 morts. Et puis au Proche-Orient, les autorités israéliennes ont libéré plus de 150 prisonniers palestiniens qui ont retrouvé dans la journée leur famille. Une nouvelle libération qui intervient après l'accord d'autonomie de la bande de Gaza et de la ville de Jéricho, conclu entre Israël et l'OLP. On ne s'est pas bousculé aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, à la porte des bureaux de vote des 4 pays de la communauté européenne qui élisaient leurs députés au Parlement européen. Les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne votaient par anticipation. Les résultats ne seront connus que dimanche soir. En Grande-Bretagne, comme ailleurs, ces élections seront aussi un test national. Les résultats pourraient fragiliser un peu plus le Premier ministre conservateur John Major. À Londres, Christian Marimono. Les Britanniques ne se sont pas bousculés pour aller voter. Ouverts depuis 7 h ce matin, les bureaux fermeront à 22 h ce soir. La Grande-Bretagne est divisée en 87 circonscriptions, une circonscription par député européen. Les électeurs votent conservateurs, travaillistes ou libéral avant de voter pour ou contre l'Europe. J'attends beaucoup plus de l'Europe, surtout maintenant après Maastricht. Je veux voir l'Europe plus unie et que nous ayons plus d'influence. Le Premier ministre, John Major, a tout tenté pour séduire les électeurs, y compris les thèmes utilisés par les eurosceptiques, contre la charte sociale et la menace de Bruxelles. Les travaillistes et les libéraux considèrent que ce vote est un référendum pour le gouvernement conservateur. Un sondage du Times, publié aujourd'hui, prévoit une perte de la moitié des sièges pour le Parti conservateur. Un gain de 20 sièges pour les travaillistes, déjà largement en tête pour le nombre de députés européens. Les Britanniques seraient-ils devenus pro-européens? On ne discute pas vraiment sur l'Europe. Ça sera une vote contre le gouvernement conservateur et pas pour l'Europe. Par ailleurs impénitent, les Britanniques ont boudé les sociétés de Paris. L'enjeu ne méritait pas un penny. Une supportrice inattendue pour John Major. Vous savez que ces élections européennes permettent à des ressortissants de la communauté de se porter candidat dans un autre pays que leur pays d'origine. C'est ainsi qu'une Française se retrouve en plein centre de l'Angleterre à battre la campagne pour le Parti conservateur. Journée marathon pour la première candidate française aux élections européennes. Christine Adamson prépare le le petit déjeuner pour toute la famille, puis accompagne au pas de course les 2 jeunes garçons à l'école. Mère de 6 enfants, elle n'en est pas moins active. Malgré sa campagne électorale, elle se rend à son bureau chaque matin. Cadre dans l'entreprise de son mari, anglais, elle le consulte aussi en matière politique. C'est vraiment une bonne expérience pour ma femme, je vous assure. Visite d'usine pour tâter le pouls de l'économie du Yorkshire, une région textile aujourd'hui sinistrée. Quelques secondes seulement pour rappeler le credo européen du Parti conservateur. Le mot fédéraliste, c'est un gros mot dans la langue anglaise. Donc, si vous voulez, ils ont beaucoup de mal à accepter une vision de l'Europe qui serait centralisée sur le plan politique. Christine Adamson n'a pas été parachutée par l'état-major du Parti conservateur. Ce sont les militants locaux qui l'ont désignée. C'est Christine que nous voulions. Nous aimons Christine car c'est une femme qui a le sens de l'humour, qui a une forte personnalité. Alors allons-y pour Christine. L'après-midi, direction la campagne, pour une réunion de chasseurs et d'éleveurs où le charme français est très apprécié. Nous serons enchantés, je suis sûr. C'est une bonne représentation de l'Europe moderne et j'espère beaucoup qu'elle sera élue. Dernière épreuve, le débat politique. Elle l'appréhende un peu. C'est la première fois, donc de toute façon, c'est un peu la peur de l'inconnu. Les réunions sont généralement contradictoires en présence des autres candidats de la circonscription. Elle est tendue, mais semble convaincre. Examen réussi, la salle applaudit. La partie n'est pas gagnée pour autant. Dans ce fief travailliste et rural, la tâche ne sera pas aisée. Dernière question, Madame la candidate. Les Britanniques s'intéressent-ils à l'Europe? Pour être tout à fait honnête, jusqu'à présent,
pas assez. Dans l'attente du verdict des urnes, elle a acquis une certitude. La politique est loin d'être un long fleuve tranquille, même en Grande-Bretagne. Et au Danemark, l'Europe semble diviser plus que jamais les 4 millions d'électeurs, tandis qu'aux Pays-Bas, on pourrait enregistrer un taux d'abstention record, à en croire les premières projections. Entre 30 et 40% des électeurs se seraient déplacés aujourd'hui pour aller voter, contre 47% aux dernières élections. C'était en 1989. Les opposants à une plus grande ouverture des frontières à l'intérieur même de l'Europe ont fait des Pays-Bas leur bête noire pour tout ce qui concerne le trafic de drogue. Plus de 25 personnes ont été interpellées ces derniers jours à Lille. Elles étaient à la tête d'un vaste trafic de hashish en provenance des Pays-Bas, ce qui illustre la difficulté pour les douaniers français à endiguer l'activité des trafiquants. Reportage dans le Nord de Patrice Romden et Michel Giannulatos. L'Europe les a privés de frontières, mais certainement pas de travail. Chaque jour, sur les 30 000 véhicules qui transitent par le poste de Saint-Hébert, les douaniers français en fouillent une trentaine. Ce qu'ils cherchent, c'est la drogue en provenance d'Amsterdam, et ce qui les guide, c'est leur flair. C'est le sens de l'observation qui joue beaucoup. La façon de répondre aux questions, est-ce que la personne va répondre franchement ou bien est-ce qu'elle va inventer un mensonge, par exemple. Quel genre de mensonge on vous sort de temps en temps? On peut nous dire, je viens, d'où venez-vous? Je viens de Belgique. De Belgique, on sait très bien qu'ils viennent de Belgique, on est à la frontière franco-belge. Quelqu'un qui est mal habillé dans une belle voiture, ça ne correspond pas bien au profil de la voiture ni au profil de la personne. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il s'agit d'un véhicule de location, d'un véhicule volé, d'un véhicule de prêt, qui pourrait servir au trafic des stupéfiants. Dans ce cas, le conducteur est confié à la justice, la marchandise et le véhicule immédiatement saisis. Et à Saint-Hébert, on commence d'ailleurs à manquer de place. Après le 1er janvier 1993, les saisies n'ont cessé d'augmenter avec cette ouverture des frontières. Donc, est-ce que c'est dû à l'ouverture elle-même des frontières ou bien à un phénomène beaucoup plus général, beaucoup plus grave d'ailleurs et préoccupant de consommation de la drogue? On ne sait pas, il ne m'appartient pas de le prononcer. Devoir de réserve, mais pour beaucoup de douaniers, le mal vient d'Amsterdam. Les Pays-Bas tolèrent en effet la vente de drogue douce, ce qui pour les Français facilite les trafics en tout genre. Nous n'aimons pas ce genre de critique. La mafia de la drogue ne s'organise pas chez nous, aux Pays-Bas, mais plutôt au niveau international. Alors forcément, il y a un lien entre les Pays-Bas et la France, mais c'est au plan international que nous devons la combattre. Mais je pense que cela prendra des années. Des années pendant lesquelles les douaniers français, aujourd'hui organisés en brigades volantes, tenteront de préserver leur territoire. Contrôle surprise le long de la Passoire, cette frontière franco-belge de 150 km de long, truffée d'une centaine de chemins carrossables. Et c'est ici, sur l'un d'entre eux, que les douaniers ont intercepté fin mai 51 000 sachets d'ecstasy, une prise record de drogue dure, provenance Amsterdam. En France, la campagne pour ces européennes sera officiellement close vendredi à minuit et le débat dans la majorité UDF-RPR se focalise désormais sur l'attitude à adopter à l'égard de la liste conduite par Philippe de Villiers, une liste, vous le savez, résolument opposée à l'Europe de Maastricht. Philippe de Villiers, suivi ces derniers jours en campagne par Véronique Saint-Olive et Bernard Appé. Il aime marcher à contre-courant et il ne déteste pas la provocation. Alors quand son avion se retrouve à côté de celui de Dominique Baudis, Philippe de Villiers fait le détour. C'est pas vrai, tu te trompes d'avion là. Ce sera le seul tête-à-tête des deux têtes de liste. Il faut dire que le vilain petit canard de la majorité a toutes les audaces et se sent depuis peu pousser des ailes. Lui qui faisait campagne depuis 5 mois sans décoller dans les sondages, a fini par trouver sa dynamique. Non, il ne sème pas le trouble, il parle le langage que les gens attendent, que les électeurs attendent. Oui, le 12 juin prochain, nous allons créer la surprise. Nous serons la surprise. Sur le fond, pourtant, rien de changé. Le discours de Philippe de Villiers s'articule toujours autour de l'Europe des nations, de la préférence communautaire et de la lutte contre la corruption. Même parole, mais sur une autre musique. Et chaque déplacement est l'occasion de la jouer. Philippe de Villiers gomme ses particularités pour mieux afficher son appartenance à la majorité. Une majorité dont son électorat est issu. Alors il se fait rassurant et souligne que le scrutin proportionnel, loin de diviser, permet d'additionner les différentes sensibilités.
Je suis le cœur battant de la majorité de la majorité, c'est-à-dire de ceux qui ont dit non à Maastricht, qui veulent une autre Europe que l'Europe de Bruxelles, que l'Europe de M. Delors, que l'Europe de la technocratie, que l'Europe du libre-échangisme mondial qui détruit nos emplois. Si au soir du 12 juin, vous faites un bon score, si vous atteignez même un score à 2 chiffres, qu'est-ce que vous ferez de ce potentiel-là? C'est la phrase de Charles Pasqua après Maastricht. Si ça doit arriver, plus rien ne sera comme avant. Et la mayonnaise semble prendre. Édouard Balladur à l'évidence, Jacques Chirac à sa manière, se sont gardés de trop condamner cette liste-là. Quant à Charles Pasqua, il a situé hier soir les électeurs potentiels de Philippe de Villiers dans la majorité. Une façon d'annoncer déjà que dimanche soir, à l'atterrissage, le score de la majorité, ce sera l'addition de celui des 2 listes. Et sur ces 20 listes en compétition, une dizaine au moins n'ont pratiquement aucune chance d'asseoir leur candidat dans un fauteuil de député européen. Mais elles font tout de même campagne, et pour des idées. Jean-Michel Mercurol. Certains sont déjà médiatiques, comme Arlette Laguillet et sa liste de travailleurs en colère. D'autres plutôt inconnus, comme Daniel Gluckstein, qui veut l'abrogation du traité de Maastricht. Mais tous se servent de cette campagne comme d'une tribune. Ainsi, Ernest Moutoussamy pour le Rassemblement de l'Outre-mer, qui revendique des élus spécifiques pour les DOM, ou bien Armand Toiti, qui milite pour les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire pour le fédéralisme. À côté de ces listes politiques, figurent des mouvements socio-professionnels. L'emploi d'abord de Gérard Toiti, liste anti-crise et anti-chômage, ou bien Politique de vie pour l'Europe de Christian Cotten, qui met l'accent sur la solidarité contre la société de consommation. Avec l'Europe pour tous, Jean Ayot choisit le mélange des cultures et le respect des minorités. Enfin, avec le parti de la loi naturelle, Benoît Frappé veut libérer les Européens du stress négatif par la méditation transcendantale. 2 mots encore en politique, les députés socialistes ont déposé un recours aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel, un recours contre le projet de loi qui prévoit le report des prochaines élections municipales après l'élection présidentielle de mai 1995. Et puis la CFTC lance un appel aux autres syndicats. Selon le syndicat donc CFTC, le gouvernement aurait l'intention de supprimer le 1% logement. Vous savez, c'est la participation des employeurs à l'effort de construction. La CFTC affirme donc que les syndicats doivent se tenir sur leur garde. Un automobiliste belge a été contrôlé hier dans le Bas-Rhin. Il roulait à 215 km/h sur une route nationale. Il est étranger, donc aucune sanction mis à part une amende. Mais s'il avait été français, son permis lui aurait immédiatement été retiré. Un projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Il prévoit des peines de plus en plus lourdes pour les amateurs de vitesse. Pour savoir ce que vous risquez désormais, Vincent Gerhardt, André Germain. Sur la route des vacances, cet été, le champignon écrasé, ça va être hors de prix. Ça se sait déjà et ça fait causer. Je trouve que c'est très bien. Bon, je suis contre, bien sûr, mais... Moi, je trouve ça normal. Voyons un peu de quoi on cause justement. Et prenons un exemple, l'autoroute, vitesse maximale autorisée 130 km/h. Rien de changé pour des excès de 20, 30 ou 40 km/h, c'est toujours un petit point de perdu à chaque fois. Mais si vous dépassez la vitesse autorisée de plus de 50 km/h, soit ici 180, c'est moins 6 points, la moitié de votre capital, c'est un délit, vous risquez la correctionnelle et jusqu'à 15 000 francs d'amende, ça en fait hurler certains. Il y a 2 ans, on nous a pondu le permis à points. On nous a dit c'est la solution, c'est la panacée universelle. Vous allez voir, c'est merveilleux. 2 ans après, on a les statistiques 93. Qu'est-ce qui se passe par rapport à 92? Il n'y a quasiment aucune amélioration. C'est bien la preuve que oui, il faut faire quelque chose, mais que non, taper plus fort sur la tête des automobilistes, ce n'est pas la solution. Pourtant, moins de vitesse, c'est moins de morts. La preuve en ville, la limite est passée de 60 à 50 km/h. Résultat, 20% de tués en moins. Ce genre de mesures, ça change les comportements. Vu la somme qu'on aura à payer, les points et tout, je changerai de comportement. Autre comportement à changer chez les routiers cette fois. La mauvaise habitude qui consistait à trafiquer le mouchard, ce disque de papier équivalent à la boîte noire des avions, car en cas d'infraction, ce sera jusqu'à 1 an de prison et 100 000 francs d'amende. Strictement rien à voir avec l'épisode précédent. À Vienne, en Autriche, un jeune appelé de 22 ans a semé la panique en circulant hier soir dans les rues de la ville aux commandes de ce gros char M60. Il a démoli au passage une vingtaine de voitures, une cavale par dépit amoureux, un amour déçu qu'il avait noyé abondamment dans la boisson. Le jeune homme a été arrêté.
Certains les revendiquent, d'autres les disent bafoués. Le secret de l'instruction et la présomption d'innocence sont-ils encore bien vivants en France? La question pose le problème des relations parfois difficiles entre la presse et la justice. Les sénateurs se sont posé cette question hier soir devant des avocats, des magistrats et des journalistes. Également présents, Jean-Marie et Christine Villemain, acteurs et témoins de l'un des plus gros ratages judiciaires de l'après-guerre. Dominique Verdeillan, Gilles Dobler. Depuis 10 ans, Christine et Jean-Marie Villemain se disent victimes d'une catastrophe judiciaire. Elle fut accusée à tort du crime le plus atroce. Lui est en liberté conditionnelle. 10 ans de dérapage, 10 ans de douleur et aujourd'hui une image pleine de symboles. Une poignée de main entre un couple blessé par la justice et l'actuel garde des Sceaux. Hier, face aux sénateurs, ils sont venus militer pour le respect de la présomption d'innocence. L'ensemble de la presse nationale et régionale française a imaginé un grand feuilleton en réécrivant mon histoire, ma jeunesse, notre vie de couple et même celle de notre enfant que l'on disait entre autres mal aimé. Si les gendarmes n'avaient pas arrêté le premier inculpé devant les caméras, si le juge n'avait pas divulgué les charges pesant sur lui, si ses avocats n'avaient pas fait jouer la rumeur à son profit, si les médias n'avaient pas dit et écrit « c'est lui l'assassin », si on avait compris notre désespoir et sans minimiser sa responsabilité, mon mari aurait-il à assumer la mort d'un homme? Ainsi, les Villemain préconisent qu'on ne divulgue plus le nom d'une personne placée en garde à vue et que des sanctions soient prises quand la loi est violée. Mais question, la loi seule peut-elle éviter un tel désastre? De toute façon, selon Christine Villemain, pour le premier inculpé de l'affaire et pour eux, il est trop tard. Le PDG du groupe Schneider, Didier Pineau-Valenciennes, se repose 48 heures après sa libération et c'est aujourd'hui l'administrateur d'une filiale du groupe qui a confirmé à un journal suisse que sa société, la Finamine, servait bien de caisse noire au groupe Schneider. Lui préfère le terme de cagnotte, mais cet administrateur dit ne pas croire à des manœuvres de corruption politique. Imaginez chez nous en France un présentateur de télévision à la table duquel les grands de ce monde se bousculeraient, un homme qui pourrait choisir son invité du jour entre l'actrice Sharon Stone ou le candidat Bill Clinton. Eh bien, aux États-Unis, cet homme existe, il s'appelle Larry King, il fait la pluie et le beau temps sur son plateau de la chaîne d'information CNN. Larry King est à Paris, rencontre Patricia Charnelet, André Issora. C'est la première fois que l'on est ensemble. C'est une vedette internationale. Le roi de l'interview, le bien nommé Larry King, interroge une personnalité tous les soirs à 21 h, heure de Washington. Une émission en direct relayée dans le monde entier grâce à 11 satellites. Ce talk show connaît un grand succès. Créé en 1985, il est devenu un passage obligé, surtout pour les hommes politiques. La plupart des gens dans le monde entier s'informent, vivent, votent en fonction de la télévision. Ils vont au cinéma, achètent leurs livres d'après ce qu'ils ont vu à la télévision. L'impact de la télévision est énorme. Pensez-vous qu'un candidat à la présidence doit être bon à la télé? Il doit être excellent. Autrefois, il devait être bon, mais maintenant, il doit être excellent. Et c'est vrai à peu près partout. La télé peut-elle fabriquer ou briser un président? D'abord, si vous communiquez bien, cela peut vous aider. Mais si vous êtes mauvais, la télévision peut vous briser. Clinton est bon parce qu'il aime ça. Nixon n'aimait pas la télévision. Aujourd'hui, s'il était candidat, il ne gagnerait pas les élections. Chaque soir, dans le monde entier, les téléspectateurs peuvent poser leurs questions à Larry King et à son invité. Une formule unique. Larry King revendique pour lui une seule qualité, la curiosité. Voilà, et dans la série Les relations difficiles entre gouvernement et télévision, le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, qui avait traité les journalistes de la télévision publique, la RAI, de journalistes anti-gouvernementaux, de chaînes anti-gouvernementales, eh bien Silvio Berlusconi fait machine arrière. Il s'est rendu cet après-midi au siège de la RAI et a qualifié les journalistes de patrimoine national. Voilà. Sur le chemin de la France, Larry King aura peut-être croisé Marie-Josée Pérec, exilée aux États-Unis, elle, pour se refaire une santé. Notre championne olympique participera demain à une réunion d'athlétisme près de Paris. Où en est Marie-Jo Pérec? Yann Lavoie. Comme les Français, les Américains ne sont pas insensibles à la beauté de la gazelle. Bientôt 3 mois maintenant que Marie-Jo Pérec promène son sourire dans les rues de Los Angeles ou d'Hollywood. Là-bas, elle découvre un nouveau mode de vie, un nouveau mode d'entraînement aussi. Sous la houlette de John Smith, ancien coureur de 400 mètres. Parfois blagueur, mais surtout intransigeant, John Smith avec sa nouvelle protégée.
Mary, comme on l'appelle ici, a désormais comme compagnon de jeu des coureurs aussi renommés que Regis, Tony Jarrett ou Dennis Mitchell. Et puis, depuis qu'elle court sur la piste de l'université du UCLA, Mary-Jo se sent revivre. Je suis pas stressée. Et puis je sais pas, mais l'entraînement ça se passe différemment, quoi. Je suis plus cool, quoi. Je crois que j'ai retrouvé ma vraie identité, la vraie Mary-Jo, quoi. Elle a surtout retrouvé sa distance de prédilection, le 400 mètres plat, avec succès puisque Mary-Jo a gagné lors de ses 2 premières sorties aux États-Unis. C'est donc avec un grand sourire qu'elle a retrouvé Paris hier, avec des ambitions aussi. Le meeting de Saint-Denis demain ne devrait être qu'une petite étape. Je suis championne du monde, je suis championne olympique, il me manque quoi, le titre de championne d'Europe. C'est peut-être le plus petit, mais j'ai l'impression que c'est le plus important. Donc il faudra que j'y arrive, voilà, et cet été, rendez-vous à Helsinki. Un rendez-vous avec vous, Mary-Jo, début août à Helsinki? J'en frissonne à l'avance. Yann Lavoie en pleine forme. La paranoïa, elle guette chacun d'entre nous et sur le thème du personne ne m'aime, 5 jeunes réalisateurs ont mis au point une comédie. Son titre Parano, sorti sur les écrans depuis hier. Et à l'affiche, Patrick Bouchité, Jacques Villeray et Smaïn qu'ont rencontré Pascal Deschamps et Alain Rapchot. Quand quelqu'un est parano, qui vient de la pharmacie, il vient de là, je suis parano, qu'est-ce que vous lui donnez comme médicament? Je l'envoie voir un médecin surtout. Un psychiatre Un psychiatre, oui, tout à fait. C'est quoi la parano pour vous? Justement, parlons-en. Sans savoir vraiment de quoi il retourne, tout le monde traite tout le monde de parano. Alors avant de se lancer dans l'aventure, le producteur a tenu à ouvrir son dictionnaire. La parano, c'est une sorte de folie légère qui nous fait déformer le comportement des autres et puis qui fait qu'on souffre d'un sentiment de persécution. Voilà, je crois qu'on est tous un peu parano, plus ou moins, dans son existence. Bon. C'est une manière de se défendre un petit peu contre les agressions autour de nous. Quand on dit du mal d'un spectacle dans lequel vous jouez ou d'un film dans lequel vous jouez, vous le prenez pour vous. On peut devenir parano. Surtout quand c'est un one-man show. Oui, en plus. Il y a des variantes. Panique FM ou quand un livreur de pizza s'imagine vivre les aventures qu'il entend à la radio. Minuit moins 5. Orco roule à tombeau ouvert, poursuivi par toutes les polices de l'État. Le bolide fou traverse comme une bombe la parade de la Saint-Sylvestre. On chante au hasard la foule des piétons paniqués. Sado et Mazo, ou quand un brave garçon s'imagine avoir séduit une gentille fille. Ah mais faut que je te le montre, c'est parfait ça. Tu veux voir comment on fait pour frapper? Tu veux voir comment on fait pour frapper? Quand vous voyez des gens qui s'arrêtent et qui vous regardent, est-ce que vous vous dites c'est parce qu'ils m'aiment bien? C'est parce qu'on est beau. Moi je suis complètement parano quand je vois tous ces gens. Mais non, dis que t'es beau. On est très beau, c'est tout. Au revoir Mazur. Voilà, aucune parano, ça n'est pas Bruno Mazur que vous allez retrouver dans quelques minutes. Après les prévisions météo de Sophie Davant pour la journée de demain et pour le week-end, il fera frais. À 20h50 donc, demain l'Europe, autour de Bruno Mazur, les principales têtes de liste. À 23h10, Monsieur Klein avec Alain Delon et Jeanne Moreau. Et puis vers 1h15, le dernier journal sera présenté par Catherine Sellac. Demain matin, dès 6h30, les éditions de Télématin. À 7h50, Gérard Leclerc recevra pour les 4 vérités Hélène Carrère d'Ancos, numéro 2 sur la liste UDF-RPR aux prochaines élections européennes. À 13h, Daniel Bilalian et à 20h, Bruno Mazur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.